Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Vous le savez, c'est un plaisir pour moi une fois encore de vous retrouver dans cette émission Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce numéro, nous parlons essentiellement de droits de l'homme, vous le savez, célébré chaque 10 décembre de l'année, bien entendu, en Guinée exceptionnellement. Elle a été anticipée et donc célébrée le 9 décembre dernier. La question, quelle est la situation de la Guinée dans le respect des droits de l'homme? Bien entendu que le gouvernement en fait son rapport, mais aussi des associations de défense des droits de l'homme font leurs observations et à la suite des rapports. Et donc pour en parler, nous essayons de donner la parole à M. Abdoul Gadiri Diallo. Il est le président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, pour nous dire en réalité quelle est la situation de la Guinée en termes de respect des droits de l'homme pour cette année 2019 notamment. Monsieur Gadiri, merci de nous recevoir ici et d'intervenir dans cette émission Café Débat. C'est nous qui vous remercions de nous donner le micro pour pouvoir expliquer un peu notre travail, mais aussi et surtout faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme en Guinée. Absolument. Et avant de parler justement de cette célébration, mais d'abord une vue d'ensemble sur l'OGDH. On entend parler beaucoup de cette structure. Qu'est-ce que c'est? Peut-être pour les profanes, ceux qui n'en savent pas trop. Quelles sont les actions que vous menez essentiellement? Peut-être pourquoi pas parler historiquement de la durée de vie de cette structure en Guinée. Merci. L'OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, est une organisation non gouvernementale qui travaille pour la promotion, la protection, mais aussi la défense des droits de l'homme. Notre principe, c'est qu'on n'est contre personne et on n'est pour personne. On est juste là pour essayer de veiller au respect des normes, aussi bien nationales qu'internationales, auxquelles la Guinée est partie. Qu'est-ce à dire? Lorsque dans notre situation de tous les jours, nous constatons des cas de violation des droits de l'homme, nous interpellons les services publics d'État en vue de rétablir la situation. Ce qui nous fait penser que si l'État est le garant du respect des droits de l'homme au niveau de la Guinée, il y a également que lorsque des personnes en groupe ou de façon individuelle commettent des actes répréhensibles, nous sommes en droit d'intervenir à travers des déclarations ou des prises de position en vue de dénoncer l'acte qui a été commis. Et dans ce cadre-là, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, pour la petite histoire, est née après la prise du pouvoir par l'armée en 1984. Lorsqu'à un moment donné, des personnalités de ce pays, pour lesquelles on déroulait le tapis rouge, se sont retrouvées devant le petit écran, en slip, ligoté, pour avoir, dit-on, fomenté un coup d'État, alors que le 3 avril 1984, quand l'armée prenait le pouvoir, on nous disait que plus jamais ce que nous avons vécu entre 1958 et 1984. Il s'agissait notamment du colonel Diarra Traoré, de toute sa suite, alors qu'il était encore ministre du gouvernement en place. Et à cela s'est ajouté l'exécution extrajudiciaire qu'on a connue d'anciens dignitaires du régime du PDG, mais aussi et surtout d'un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée. Nous avons automatiquement compris que tous les discours qui se tenaient n'étaient que des discours de façade et que dès que l'État... Discours tenus par l'armée à l'époque. L'armée à l'époque qui disait plus jamais ça. Mais dès que la junte a été ébranlée par une tentative de putsch qui n'a jamais été élucidée, on a constaté automatiquement que les vieilles habitudes n'étaient pas parties, mais qu'elles étaient encore vivantes. Et on s'est dit qu'il fallait réagir à cela. Et pour cela, nous avons décidé de la mise en place de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Et lorsque l'OGDH a été créée, elle a commencé à fonctionner bien avant qu'elle ne soit agréée. Ce qui ne nous a pas empêché de continuer à travailler et à poursuivre l'action de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Ce n'est qu'en 1995 que l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen
a obtenu son agrément. Mais avant ça, il était déjà membre de l'Union interafricaine des droits de l'homme. Il était membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Donc on a travaillé. Et le premier travail qu'on a eu à engager, c'était plutôt de conscientiser les forces de défense et de sécurité, en vue de leur faire comprendre qu'on n'obéit pas à tout ordre manifestement illégal et que l'ordre reçu du supérieur hiérarchique ne justifie plus un acte qui viserait à violer les droits de l'homme. Donc on a fait un programme de formation et de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, mais aussi des magistrats, des régisseurs de prison et autres, en vue de les familiariser avec les normes internationales des droits de l'homme auxquelles la Guinée était partie. Il s'agit notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme, la Convention contre la torture, mais l'ensemble de tous les instruments juridiques qui contribuaient à donner à la Guinée une honorabilité en termes de droits de l'homme. Et cela nous a vraiment permis de comprendre à quel point les forces de défense et de sécurité avaient soif de savoir pour ne pas exécuter des ordres manifestement illégaux. Et l'OGDH dans son parcours a rencontré beaucoup de difficultés. Mais aussi longtemps que cela n'avait pas contribué à saper les bases de l'action qu'elle menait, on a estimé que c'est en luttant qu'on essaye toujours d'être confronté à des difficultés. Donc pratiquement l'OGDH, on peut dire que c'est une vieille structure, une vieille association, puisque depuis 84 jusqu'à maintenant on peut compter tout au moins 35 ans de... 35 ans depuis que l'idée a germé, mais officiellement, parce qu'on a été reconnu qu'en 1995, il faut plutôt dire que la reconnaissance juridique officielle c'était en 1995. Sinon, juste avant 1995 déjà, l'OGDH existait. Peut-être qu'on ne peut pas faire, on peut pas égrener toutes les actions que vous avez menées depuis, mais peut-être plus récemment, est-ce qu'on peut retenir certaines actions à votre actif en termes de veille sur le respect des droits de l'homme, mais aussi des cas de violence que vous avez soit décriés, dénoncés, ou sur lesquels vous avez interpellé les autorités qui ont pu peut-être prospérer d'une manière ou d'une autre et qui ont attiré l'attention? D'abord, je ne vais pas aller très loin, je vais commencer par les événements de 2007. Les événements de 2007. En janvier 2007, si vous avez remarqué, il y a eu une situation quasi-insurrectionnelle qui a été enregistrée suite à l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Des personnalités qui étaient soupçonnées d'avoir dilapidé des fonds de l'État ont été arrêtées et inculpées par un juge d'instruction. Le président de la République d'alors s'est cru obligé d'aller en personne dans sa voiture de commandement, extraire ces deux personnalités de la prison pour les ramener chez elles. Et face à l'indignation des services judiciaires, il a eu à faire une déclaration le lendemain, mettant en garde les magistrats sur toute éventuelle manifestation et en leur disant que la justice en Guinée, c'est lui. Ce qui en soi était un parjure. Et automatiquement, les forces vives de la nation d'alors se sont mobilisées de manière spontanée pour réagir à cette immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Ce qui en soi a conduit au massacre collectif qu'on avait connu, qui n'ont malheureusement pas ému la communauté internationale, parce qu'avec l'époque il y avait un enjeu géopolitique qui faisait que la Guinée était le seul verrou sécuritaire au niveau de la sous-région. Lorsque ça brûlait en Sierra Leone, ça brûlait au Libéria, c'était l'instabilité en Casamance, au Sénégal, mais aussi en Guinée-Bissau. Donc il ne fallait pas ouvrir une nouvelle brèche qui aurait créé les conditions d'un embrasement de la sous-région. Donc ça a été enregistré comme perte et profit. Mais nous, à l'époque, nous avons mené des enquêtes pour situer les responsabilités. Et au bas mot, on avait constaté qu'il y avait eu plus de 100 morts pour ces événements. Nous avons documenté. Et après les événements de 2007, il y a eu d'autres événements, notamment les événements liés aux mutineries successives que les forces de défense et de sécurité organisaient à l'époque. Là aussi, nous avons documenté. Sous le régime Conté toujours. Et voilà que les agents d'exécution du temps de Lansana Conté s'emparent du pouvoir au décès du général Lansana Conté.
notamment les Dadis Camara et compagnie. Et voilà qu'en septembre 2009, ils rééditent le même événement qui a été connu en 2007. Et nous nous sommes dit pourquoi ils l'ont fait. Parce que certainement en tant qu'agent d'exécution en 2007, et Dadis l'avait confessé à un moment donné lorsqu'il est entré en conflit avec les magistrats, en demandant à un des magistrats où il était lorsqu'il y a eu les événements de 2007, ce dernier lui a répondu qu'il était ambassadeur aux États-Unis. Et Dadis de dire, moi j'étais sur le pont 8 novembre. Le pont 8 novembre où il y a eu justement ces massacres collectifs. Donc ce croyant, permis de tout, du fait que, au temps de Lansana Conté, il y a eu 2007 et il n'y a pas eu de réaction internationale, ils ont pensé qu'en 2009, ils pouvaient aussi se le permettre. Et voilà qu'arrive le 28 septembre 2009, avec tout ce que vous avez connu comme horreur. Là aussi, nous avons documenté et nous avons enregistré. En 2010, avec les élections, à l'entre-deux-tours, il y a eu des actes et des comportements qui visaient à violer les droits d'un certain nombre de citoyens. Où le gouverneur de la ville de Conakry d'alors, Resco, le chef d'état-major des armées d'alors, et d'autres personnalités ont été impliquées. Là aussi, nous avons documenté et gardé. Lorsqu'à la faveur de l'avènement du pluralisme démocratique en 2010, le président Alpha Condé a été élu, l'occasion était idoine pour nous de réveiller tout ceci, de dépoussiérer les dossiers et d'engager une procédure contre les personnes qui avaient été soupçonnées d'être responsables de ces crimes. Voilà ce qui a fait l'ouverture du dossier de 2007, l'ouverture du dossier de 2009, l'ouverture du dossier de 2010. Et ce qui a focalisé l'attention, c'était les massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque qu'il y a eu plus de 100 morts, c'est à cette époque qu'il y a eu des viols à ciel ouvert, c'est à cette époque qu'on a connu des disparus. Et c'est aussi à cette époque que la communauté internationale s'est émue et a envoyé une mission d'enquête internationale pour constater les faits. Et le rapport de la commission internationale d'enquête a révélé que c'est des crimes assimilables à des crimes contre l'humanité. Ce qui relève la compétence de la Cour pénale internationale. Mais comme le gouvernement guinéen avait décidé que le procès devait avoir lieu à Guinée, on les a pris au mot. Et on s'est constitué partie civile en partenariat avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Association des victimes du 28 septembre. Et l'Union européenne a accompagné le processus. Nous parlerons spécifiquement de ce procès tout à l'heure. On constate aussitôt que l'OGDH a une longue expérience de défense des droits de l'homme sur le terrain. Pour terminer cette première partie, je voudrais savoir, depuis plusieurs décennies maintenant que vous existez, vous veillez sur la question des droits de l'homme, vous faites des dossiers, et quel est le mécanisme, ou sinon le système que vous avez en place en termes de présence sur le terrain, mécanisme de veille, comment vous faites pour avoir des informations, pour attirer l'attention des autorités sur les situations, c'est jusqu'à l'intérieur du pays, jusqu'à quel degré de représentation à l'intérieur? Alors, lorsque l'OGDH s'est mise en place, notre souci majeur a été de faire en sorte que nous décentralisions nos activités. Ce qui fait qu'à un certain moment, on a créé des sections au niveau des préfectures. Et tout dernièrement, dans le cadre d'amélioration de notre système de travail, nous nous sommes dit qu'il fallait plutôt réfléchir à la régionalisation des responsabilités. Et ce qui fait qu'au dernier congrès, nous avons eu à mettre en place un bureau exécutif avec des coordinateurs régionaux. Les coordinateurs régionaux représentent les 4 régions naturelles de la Guinée. Un coordinateur régional qui coordonne la région de la Basse-Guinée, un autre pour la Moyenne-Guinée, un troisième pour la Haute-Guinée et un quatrième pour la Guinée forestière. Le casting a peut-être posé problème en termes d'efficacité des hommes qui sont en place, mais l'esprit est un esprit qui voudrait justement collégialiser l'action que nous menions sur le terrain. Et chaque coordination régionale a sous sa responsabilité des antennes préfectorales. C'est-à-dire que ces antennes préfectorales, dans le meilleur des cas, tentent de remonter l'information. Et cas en cas, les sections régionales aussi nous informent. Mais nous-mêmes, à travers tout le système de communication que nous avons, nous essayons de nous saisir des affaires que nous connaissons
pour essayer après de leur poser des questions en vue d'avoir des clarifications. Donc à ce jour, les 4 coordinations régionales existent et les 4 coordinateurs régionaux sont membres du bureau exécutif national. Les antennes préfectorales fonctionnent cas un cas dans certaines préfectures. Je peux vous citer par exemple Bokeh, Dubreka plus ou moins, Koya, Forekaria, Kindia, Télémélé, tout dernièrement Koundara, Mamou, Pita, Labé, Koubia, Kankan, Dabola, Farana, Zélékoré, et de plus en plus nous essayons de nous étendre. D'accord. Et ce système de veille-là, s'est-il avéré efficace depuis qu'il est sur le terrain? C'est la question qui se pose, mais on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Et puis justement, en parlant de célébration de cette date du 10 décembre, quel est le tableau de la Guinée en cette année? On revient là-dessus juste après la petite pause. Derrière, on se retrouve. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je vous l'ai dit, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré essentiellement à la question des droits de l'homme. Vous le savez, le respect des droits de l'homme, toujours mentionné dans les politiques des gouvernants en termes de bonne intention. Sauf que dans la pratique, quand ils arrivent, c'est tout un autre problème. Des cas de massacre, des cas de violation des droits de l'homme, collectivement ou individuellement, sont recensés au quotidien, en Guinée notamment. Et bien, quelles sont ces structures qui veillent notamment au constat de ces cas de violation, mais aussi à interpeller les autorités là-dessus? L'OGDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, est une ancienne et vieille structure en la matière. Vous l'avez compris, depuis quand elle est née, tout ce qu'elle a fait durant son parcours. Monsieur Abdoul Gadiri Diallo vient de le mentionner. Comment on peut dire, une ancienne figure de cette structure, c'est bien sûr le doyen qui est décédé récemment. Docteur Thierno Madiousso, je crois qu'il a été votre collaborateur de parcours depuis que ça a été créé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son empreinte dans l'histoire de cette structure avant qu'on ne parle d'actualité une fois encore? Je voudrais profiter de l'opportunité pour lui rendre hommage et surtout au doyen Madiousso, au docteur Thierno Madiousso, et surtout rappeler que si aujourd'hui l'OGDH existe, c'est parce qu'il a consacré une bonne partie de sa vie au rayonnement de cette organisation. Il est très difficile de parler de l'OGDH sans faire mention du rôle éminemment important qu'il a eu à jouer dans l'action de tous les jours. Il nous a appris 3 choses à la fois. Rester intègre, constant, mais surtout très objectif dans l'analyse que nous faisons. Pour la petite histoire, lorsque l'actuel président de la République a été arrêté, avant la proclamation des résultats des élections de 1998. Donc lorsque Alpha Condé, opposant, a été arrêté? À l'époque, nous nous sommes engagés corps et âme pour faire passer le message selon lequel le président Alpha Condé a été arrêté dans des conditions illégales. Donc l'opposant Alpha Condé à l'époque? L'opposant Alpha Condé à l'époque. Et on s'est vu attribuer une appartenance au RPG. On disait à l'époque que nous étions un appendice du RPG. Par le régime Conté? Par le régime Conté et le PUP d'alors. Cela ne nous a pas empêché de nous engager et même de trouver un temps à travers Dr So pour rendre visite à l'opposant Alpha Condé en prison. Lorsqu'aujourd'hui nous prenons position par rapport à toutes les exactions que les forces de défense et de sécurité commettent, on nous accuse d'appartenir à l'UFDG et d'être un appendice de l'UFDG. Et on s'est dit 2 choses. Aussi longtemps que chacune des parties nous accuse d'être favorable à l'autre, c'est que nous sommes au juste milieu. Nous ne prenons position ni pour Paul ni pour Pierre. Bien. Parce que si hier on était un appendice du RPG et qu'aujourd'hui on dise qu'on est un appendice de l'UFDG, c'est que nous continuons toujours à travailler avec une certaine objectivité. Voilà une chose que nous a enseigné Dr So. Voilà une chose que nous avons toujours observée. Chaque fois que nous avons voulu prendre position, son nombre plane et nous amène à comprendre qu'il faut toujours aller dans le sens de l'objectivité et défendre des principes
et non des individus. C'est en ça qu'au début je vous ai dit que nous ne sommes ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un, on défend les principes. Bien. Alors l'OGDH, comme je l'ai dit, une fois encore, comme à l'accoutumée cette année, a observé la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, avec bien sûr le gouvernement et les deux structures. Quel est le tableau qui se présente cette année? Moi, j'ai vu personnellement le Premier ministre. Vous étiez invité dans le même cadre, hein, n'est-ce pas? Comme quoi, il y avait une sorte d'embellie. Il a pris la parole, vous avez pris la parole. De votre côté, quel est le tableau qui se présente au compte de la Guinée en termes de respect des droits de l'homme en cette année 2019, au vu sans doute des rapports que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire? Nous avons essayé de dépeindre la situation en essayant d'indiquer les avancées au plan textuel que le gouvernement a obtenues. Mais nous avons particulièrement insisté sur la situation qui ne marche pas. Notre principe, c'est de voir le verre à moitié vide et non de le voir à moitié plein. Notre préoccupation n'est pas de savoir que la moitié est remplie, c'est de savoir pourquoi la moitié est vide. Donc c'est dans ce cadre que nous avons essayé, certes, d'indiquer les avancées enregistrées au niveau des textes. Qui sont entre autres? Notamment la mise en place d'une lettre de politique nationale des droits de l'homme, la mise en place des juges chargés de l'application des peines en vue de réduire les déperditions au niveau des personnes arrêtées qui peuvent rester des années sans être jugées ou qui peuvent rester des années après avoir purgé leur peine sans être libérées. Nous avons aussi fait mention de l'adoption du code pénal et du code civil révisé, mais aussi du code de l'enfant révisé. Mais au-delà de tout ça, on s'est dit que la cristallisation du débat autour d'un changement de constitution est venue assombrir tous ces aspects-là. D'accord. Parce que rien que les marches qui se sont organisées entre le 14 notamment, le 14 octobre et aujourd'hui, nous sommes à près de 30 morts. D'accord. Nous avons recensé 25. Les partis politiques d'opposition parlent de 29. Mais nous disons que globalement, un seul mort déjà, c'est trop. Et nous avons déploré le fait que le gouvernement, au lieu de jouer son rôle de la mise en place d'une commission d'enquête impartiale pour connaître des cas qui ont été enregistrés, dès le soir, quand la marche est terminée, c'est les autorités gouvernementales qui prennent la parole pour dire que les assassinats qui ont été commis sont les faits des opposants et que les forces de défense et de sécurité sont innocentes. C'est pas ça le rôle d'un État. Un État, dès qu'un citoyen meurt, il doit ouvrir des enquêtes pour essayer de situer les responsabilités et prendre les décisions qui s'imposent. L'État n'est pas là à se justifier. L'État est là pour mettre de l'ordre en essayant de prendre les responsabilités qui l'incombent. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 20 morts. Rien que pour un changement de constitution ce dossier-là, qui a été suivi de manifestations pacifiques. Et chaque fois que les manifestations pacifiques ont eu lieu, il y a eu mort d'hommes, sauf lorsque les forces de défense et de sécurité ne sont pas déployées sur les lieux des manifestations. Alors, c'est qu'il y a le verre est dans le fruit. Il faut bien savoir qui a fait quoi et comment. Et ça, c'est normalement le travail de l'État. Mais on est toujours en train de nous dire non, c'est la faute à tel, c'est la faute à tel. Quel temps on a eu entre le matin et le soir de diligenter des enquêtes et de situer les responsabilités. On a même été surpris d'entendre le président de la République, lors d'une de ses descentes dans une des préfectures de la Guinée, déclarer que les gens seront surpris des résultats de l'autopsie qu'on aura enregistrée pendant les morts, les derniers cas de mort qu'on a eu. On anticipe déjà sur les résultats de l'autopsie, alors que le rapport d'autopsie n'est pas encore sorti. Donc, ce cas-là assombrit déjà le tableau de la Guinée pour cette année 2019. On ne parlerait pas des années passées déjà, on sait ce qui s'est passé. Rien qu'en 2019, cela a déjà assombri le tableau et en quelque sorte atténue un peu l'effet positif des avancées en termes de
d'adoption des textes. Mais au-delà de ce cas, est-ce qu'il y a un autre cas aussi que vous avez mentionné en cette année, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays, en termes de violation des droits de l'homme, venant des agents de l'État lui-même ou de tout autre individu? Il y en a toujours. Des cas de torture qui ont été révélés, des détentions préventives abusives. J'en connais qui ont déjà fait 2 ans de détention préventive sans avoir été présentés à un juge, sans avoir été jugés. Et les dysfonctionnements au niveau du système judiciaire sont imputables un peu à la non-séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Il y a des magistrats qui ont pris fait et cause pour le pouvoir et qui, même si on ne leur intimait pas l'ordre d'obéir aux injonctions, s'autoproclament et pensent qu'ils ont mission de défendre le régime. Or, le principe veut que le magistrat soit indépendant. Et son indépendance doit être avérée à travers les décisions de justice qu'il prend. Mais c'est ici qu'on voit des magistrats qui se croient obligés d'aller dans le sens de ce que veut le pouvoir exécutif. Et c'est dommage, parce que ça ternit l'image de notre système judiciaire. La Guinée regorge de magistrats compétents. La Guinée regorge de magistrats qui peuvent faire leurs preuves ailleurs. Pourquoi ne pas s'affranchir de cette peur et de cette inféodation pour pouvoir dire le droit? Pourquoi ne pas prendre le courage des 2 mains et dénoncer ceux qui sont en train de ternir l'image de la magistrature guinéenne? Ça, ce sont des problèmes qui font que même les justiciables à certains moments vous disent: j'ai pas besoin d'aller à la justice parce que je n'obtiendrai pas le résultat que je veux. Alors, on sait, ou sinon moi j'ai la conviction que déjà les années passées, on n'a pas enregistré une certaine performance en termes de respect continu des droits de l'homme, mais comparativement au passé, est-ce que cette année encore c'est plus grave si on devait faire une sorte de classement, donner des points? Vous savez, nous, aussi longtemps que les règles fondamentales, les droits fondamentaux reconnus aux citoyens sont violés par la puissance publique, que ce soit avec un régime d'exception, que ce soit avec un régime démocratique, nous estimons que jusqu'à présent, on n'est pas dans l'état de droit. On va se targuer de dire que non, la Guinée est meilleure aujourd'hui qu'à ce qu'elle était avant. Mais encore une fois, je vous le dis, lorsque le verre est à moitié plein, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le verre à moitié vide. Et tout dernièrement, vous avez même remarqué qu'il y a eu des casses. Les tristement célèbres casses de 1998 sont revenus et ont été mises au goût du jour à Kapororaï, Dar es Salaam. Il y a eu des destructions de biens. Des maisons. Dans le cadre du déguerpissement. Au prétexte qu'on est en train de déguerpir des citoyens qui sont installés illégalement. Bon, ça, c'était en 2019. C'est quand même des centaines de familles qui ont été affectées. Dans la rue et qui dorment à la belle étoile. Et là, ça rentre dans le cadre des droits de l'homme. Des droits de l'homme parce que c'est le droit à l'habitat, le droit à la propriété. Et nulle part, nous n'avons encore vu une action de l'État pour recaser ces personnes qui ont été déguerpies. On entend plutôt parler de paiement de l'équivalent de $2000 suivant le cours du jour aujourd'hui. Par ménage. Par ménage. Comment 20 millions de francs guinéens ou $2000 peuvent compenser un terrain perdu, une maison perdue, lorsque vous savez que ce déguerpissement entraîne beaucoup de violations? Des enfants qui étaient à l'école ne passent plus à l'école, donc le droit à l'éducation est perturbé. Des personnes qui habitaient paisiblement dans une maison n'ont plus où dormir, le droit au logement est perturbé. Mais il y a aussi la propriété de l'individu. Le droit à la propriété est confisqué du fait qu'on a détruit des habitations qui ont été construites par des citoyens. Est-ce que cela figure dans votre, je ne sais pas si on peut appeler rapport, ou en tout cas dans la situation que vous faites? Généralement, lorsque l'OGDH présente un rapport, elle prend en compte l'ensemble des droits fondamentaux, que ce soit les droits civils et politiques. Quels sont les droits civils et politiques? C'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à un jugement équitable,
le droit de manifester librement, de se réunir librement, etc., etc., qu'on appelle les droits de la première génération. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels, qui regroupent l'ensemble des droits qui doivent être réalisés par l'État en vue de créer les conditions d'un bien-être pour le citoyen. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit au bien-être, droit à l'habitation, etc., etc. Et lorsque vous prenez ces droits-là, ce sont les droits de la deuxième génération. Et il y a une troisième génération de droits. C'est le droit à un environnement sain. C'est le droit à la paix. Mais prenez aujourd'hui Bokeh. Dans le cadre de l'exploitation sauvage des ressources minières de Bokeh, aujourd'hui, la population de Bokeh est dans le dénuement. Du fait que l'impact environnemental de l'exploitation minière a créé les conditions même de la destruction de la couche d'ozone, la couche écologique du moins, mais aussi les plantations et les cultures de rente dont vivait la population sont affectées par ce phénomène. L'état de santé de la population est fortement affecté et on me parle même d'un taux de tuberculose très élevé aujourd'hui à Bokeh. D'accord. Et dans le même cas d'espèce, il y a Fria par exemple. Fria où aujourd'hui les résidus de l'alumine qu'on exploite constituent une poussière opaque qui a envahi toute la ville. Vous en êtes saisi, vous avez envoyé des gens sur le terrain ou activé vos représentants? Nous n'avons pas mené des enquêtes là-dessus, mais nous avons des homologues tels que même Droit pour tous et autres là qui travaillent sur ces questions des droits économiques, sociaux et culturels, qui ont fait des recherches approfondies là-dessus. Lorsque vous prenez les actions des industries extractives sur le terrain, il y a à la fois cette pollution de l'air qui entre dans le cadre du droit à l'environnement sain, cette destruction des moyens économiques dont dispose la population qui entre dans la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels, mais il y a également que quand on est en train de déguerpir des populations qui sont installées depuis des années, des violations des droits de l'homme, notamment des atteintes aux droits à la vie et à la sécurité sont systématiquement commises. Alors, il nous faudra encore plus de temps pour sans doute revenir sur l'ensemble des cas de violation des droits de l'homme et le travail que l'OGDH fait, mais succinctement, on va se limiter à ça aujourd'hui. Mais pour terminer, une fois encore, deux questions. Quand par exemple vous avez fini de faire le constat, qui est votre interlocuteur localement pour sans doute peut-être soumettre ces constats-là en termes de violation des droits dans tous les domaines? Et puis quel appel vous avez en fin de compte par rapport à cette année 2019 à l'endroit de la puissance publique, notamment du gouvernement, ce qui concerne les cas que vous avez constatés? En fait, notre partenaire dans le cadre de la dénonciation mais aussi de la correction des violations des droits de l'homme, c'est l'État et l'ensemble des démembrements de l'État. Bien. Et ce qui fait que lors de la journée internationale des droits de l'homme, nous avons interpellé un certain nombre de ministères pour dire à chacun des ministères les aspects sur lesquels nous aurions voulu qu'ils prennent des dispositions en vue de corriger les violations qui sont en train de se commettre. On s'est adressé au président de la République, on s'est adressé au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l'Unité nationale, on s'est adressé aux parlementaires, on s'est adressé aux institutions républicaines en général, aux partis politiques d'opposition, mais aussi à nos partenaires bi et multilatéraux. Chacun, en ce qui le concerne, a eu son lot de recommandations. Et on a estimé que c'était l'occasion solennelle d'interpeller chacun des compartiments de l'État, mais aussi ses partenaires, en vue de demander à chacun ce qu'il doit faire pour créer les conditions de la construction d'un État de droit en Guinée. Et ce jour-là, le Premier ministre était là-bas. J'ai dit qu'il a fait un discours. Est-ce que vous avez vu dans ces discours certes des bonnes intentions, n'est-ce pas, pour résoudre ces problèmes, ou est-ce qu'il a même cité des cas pratiques qui vous amènent à croire qu'ils ont posé des actes visant à corriger des situations de violation des droits de l'homme en cette année 2019? Suivant ce qu'il nous a présenté comme discours, nous avons plus ou moins trouvé des esquisses de réponse à un certain nombre d'interpellations qu'on avait eu à faire. Et vous étiez convaincu par je ne peux pas douter de la bonne foi des autorités guinéennes, mais encore une fois, les discours ne passent plus. D'accord. Il faut qu'on soit amené à passer à l'acte. Bien. À force de dire que telle chose se fera, telle chose se fera, alors que sur le terrain, on est en train de commettre les mêmes erreurs,
on est amené à se demander si ce n'est pas une façon d'endormir les objecteurs de conscience que nous sommes pour l'État. Voilà, la prochaine fois encore, comme je l'ai dit, je voudrais bien qu'on parle du procès du 28 septembre, pourquoi il n'est pas encore tenu ou sinon qu'est-ce qui est en train d'être fait. Mais en 30 secondes, dernier mot, en 30 secondes. Juste deux choses. Chaque citoyen est nanti d'un certain nombre de droits fondamentaux qu'il est censé pouvoir défendre individuellement ou collectivement. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens n'est pas une organisation appartenant à une communauté. Elle n'est pas une organisation appartenant à un parti politique. Elle n'est pas une organisation qui constitue un appendice de l'État. Comme je vous l'ai dit, on n'est contre personne, mais on n'est pour personne. On est là pour défendre les principes. Nous appelons les citoyens à nous référer les cas de violation dont ils sont victimes et à participer à la vie de l'OGDH à travers les communications qu'ils nous envoient, à travers les informations qu'ils nous communiquent, et qu'ils comprennent que nous ne sommes pas là pour percevoir de l'argent. Personne ne doit nous payer pour le travail que nous sommes en train de faire. C'est une action gratuite que nous menons. Le seul effort qu'on leur demande, c'est de se déplacer et nous trouver ou de nous appeler au téléphone pour nous donner des informations qui pourraient nous aider à les aider. Bien. Merci une fois encore de nous avoir reçus. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.